Rendez-vous tech numéro 419, on est en août 2021, on va vous parler d'Apple. Tim Cook est président depuis 10 ans et Apple plie face aux développeurs et à la pression des procès. Un petit peu, mais quand même, OnlyFans change d'avis. Windows 11 sera là pour tout le monde, presque, et on se lance dans l'émission. Bonjour à tous et bienvenue dans le Rendez-vous Tech. Je suis très heureux de vous recevoir pour cet épisode qui va être animé, je n'en doute pas. Avant de se lancer, je voudrais évidemment remercier les auditeurs qui soutiennent l'émission. Alexandra Strauss, Frédéric Fez, Zoltix, Valérie Gerfaux, Ben Fer et le producteur de cet épisode, Léthargique Panda, qui est le panda... Non, il ne semble pas comme ça avec son nom, mais c'est le panda le plus sympathique qui soit dans toute la terre des pandas qui écoutent le Rendez-vous Tech et qui en sont des contributeurs sur Patreon. Merci à vous tous, merci à tous ceux qui soutiennent l'émission, c'est grâce à vous que l'émission est là. Et je vais également, avant de me lancer dans les sujets, dire bonjour aux invités. D'une part, Mélinda Davansoulas qui nous fait le plaisir de se joindre à nous encore une fois depuis l'équipe de Frandroid. Comment ça va Mélinda ? Hello, écoute, ça va très très bien, je suis ravie d'être là. Ça me fait bien plaisir depuis longtemps. Très heureux de t'avoir. On a beaucoup de choses à dire sur les 10 ans de Tim Cook à Apple et sur plein d'autres choses. On va dire tu fais partie de Frandroid, donc tu es un petit peu dans l'équipe d'en face. Hein, mais justement, on va voir ce que tu as à nous dire sur ça. Je suis là pour tromper l'ennemi. Tu es là pour quoi ? Pardon, j'ai pas entendu. Je suis la caution Apple pour tromper l'ennemi. C'est très bien, c'est très bien. On a également Sébastien Dumoulin qui nous rejoint des Échos pour la première fois, donc on va essayer d'être gentil. Hein. Bonjour Sébastien, comment ça va ? Bonjour à tous, je vais essayer d'être gentil aussi, c'est promis. On espère que ça va bien se passer. Un petit mot pour remercier Twitch, sur lequel on est diffusé en live tous les mardis à midi, qui nous a amené à un train de la hype niveau 4, complètement incroyable, qui est en train de se terminer. Donc on remercie tous ceux qui ont lancé des abonnements par Twitch. C'était un moment très particulier qu'on a vécu juste avant l'émission. C'était totalement fou, on s'est beaucoup amusé ensemble. Si vous voulez participer à ces moments de bonheur, vous pouvez nous rejoindre sur Twitch les midis, les mardis midi plutôt. C'est vraiment un moment très sympathique. Et en plus de ça, vous avez l'émission en live avec l'interaction avec la chatroom, tout ça. C'est vraiment un moment particulier que je fais depuis quelques mois maintenant et que je commence à vraiment apprécier. Alors, les sujets du jour, c'est notamment du côté d'Apple. Alors, je vous ai fait un petit truc de hype avec les 10 ans de Tim Cook. On va en parler rapidement parce que ce n'est pas le sujet principal non plus. Le sujet principal, ça va être plutôt les mouvements d'Apple en faveur des développeurs un peu, mais pas que. Mais avant ça, il y a quand même effectivement cette question qui est importante, qui est celle de ce qu'a fait Tim Cook chez Apple en disant... Je crois qu'on peut avoir deux avis assez diamétralement opposés. Généralement, c'est soit il a transformé Apple en une société qui valait quelque chose comme un maigre demi-milliard de dollars en bourse demi-milliard de dollars en bourse à une société qui vaut maintenant 2 billions de dollars en bourse, et tout ça s'est fait en 10 ans, même si évidemment Steve Jobs était le visionnaire, celui qui a continué l'héritage de Steve Jobs et qui a réussi à ce que Apple continue sur sa trajectoire, qui est une trajectoire toujours montante, ce qui n'était pas du tout évident, c'est Tim Cook. Et d'un autre côté, certains diront, mais il n'a rien inventé, il n'y a plus rien d'innovant chez Apple, donc il a surfé sur les idées intéressantes de Steve Jobs, et lui, en lui-même, c'est un gars qui fait de la finance. Peut-être que la vérité se situe entre les deux, je ne sais pas, mais on va poser la question du coup à Mélinda d'abord. Qu'est-ce que tu penses de ces 10 ans de Tim Cook avant qu'on parle des choses sérieuses ? C'est exactement ce que tu dis, je pense qu'on est entre les deux. C'est-à-dire que clairement, c'était pas un visionnaire, et c'est pour ça que Steve Jobs est allé le chercher. Il voulait quelqu'un de complémentaire. Et il faut pas oublier, c'est l'ingénieur. Tim Cook, c'est un ingénieur, c'est un mec discret, c'est celui qui veut pas se mettre dans la lumière et qui a été obligé. Et c'était lui qui était là initialement pour relancer toute la machine de la production. C'est le génie de la logistique, Tim Cook. C'est celui qui a fait que la chaîne de production...
Exactement, c'est lui qui était censé aller s'étendre en Chine. Il a fait que les usines en Chine sont plus... et pas que les usines d'ailleurs, le marché chinois s'est ouvert à Apple. Il a vraiment été là, c'était son rôle initial, il était là pour relancer tout ça. Et finalement, une fois qu'il est devenu patron d'Apple, quand Jobs était malade et quand il est décédé, il a peaufiné tout ça. Donc oui, sur le point de vue économique, on peut pas, il a multiplié par 4 le, la valorisation d'Apple, ça c'est son plus gros succès. Ouais. Après, il a fait des changements, il a fait des changements structurels dans l'approche des choses, de bosser beaucoup plus en équipe, mais c'est quelqu'un qui veut tirer les ficelles de loin. Mm. Il n'a pas besoin de se mettre dans la lumière comme Jobs. Là-dessus, il est complètement différent. Donc, de fait, il a cet aspect moins créatif. Évidemment, Jobs, il a lancé l'iPhone, l'iPod, l'iPad. Enfin, le Mac, oui, Ça, aussi, c'est révolu. c'était... iTunes, ouais, il y a eu 5 révolutions dans l'informatique sous Steve Jobs, ouais. Voilà, il a posé les fondations d'Apple, clairement. Tim Cook, il aura capitalisé sur tout ça. Il a lancé l'Apple Watch, mais qui était déjà pensé avant. Ces vrais produits, il va les lancer là, dans les années qui arrivent, dans ces dernières années, clairement. Si les lunettes arrivent, si la voiture arrive un jour, ce sera lui. C'est pas un marketeur, c'est vraiment un financier, comme tu disais. Et là-dessus, Ouais. il a réussi son pari, et il aura marqué Apple au moins pour ça, au moins auprès des actionnaires, quoi. Sébastien, Et- tu es du même avis sur Tim Cook? C'est un type qui a surfé un petit peu en optimisant ou il y a quelque chose de plus? Sébastien, il faut se démuter en fait. Il faut enlever le mute pour pouvoir parler. Non? Si, c'est Je bon. veux plus nous parler. Ouais, non, je dis, il y a vraiment un truc en plus. Ce qu'on réalise mal, c'est à quel point, il y a 10 ans, quand Tim Cook prend la succession un peu de manière inattendue de Steve Jobs, tout le monde lui tombe sur le dos. Il est connu dans la maison, etc. Mais les critiques qu'on fait aujourd'hui sur le côté, c'est un ingénieur, il a pas le génie visionnaire, il sait pas présenter les produits et inventer les produits comme ce que Jobs a fait. Elles étaient déjà là et elles étaient beaucoup plus fortes à l'époque. En gros, c'était est-ce que Apple va pouvoir survivre sans Jobs? Et sachant que quelques semaines après que Tim Cook prenne la tête de la boîte, il décède. Donc il y a vraiment une énorme question qui se pose aux consommateurs Apple, mais aussi à tous les investisseurs, de savoir est-ce que cette boîte qui était déjà le chouchou de la tech en 2011, donc on est quelques années après le lancement de l'iPhone, va pouvoir continuer sur cette lancée-là, avec ce patron-là qui est un peu fade. Et en fait, on voit que Ouais. 10 ans après, c'est extraordinaire ce qu'il a réussi. Alors effectivement, il n'y a pas de successeur à l'iPhone, mais il faut bien se souvenir que l'iPhone d'aujourd'hui, c'est quand même pas la même chose que l'iPhone de l'époque. Juste le modèle qui sort au moment où Cook prend la tête d'Apple, c'est l'iPhone 4S. Bon, si vous voulez repasser aujourd'hui sur un iPhone 4S, bon courage. Il y a, et à côté de Bon, ça, il y a une part il y a plein d'évolution de, il y a générale plein, il y a de la technologie dans ce domaine aussi qui joue, mais c'est vrai que ça a quand même été guidé quoi, par quelqu'un, et c'est lui qui est aux commandes. Le- Je suis d'accord, c'est il imprime une vision à des produits qui existaient déjà, mais il laissera sa marque sur la façon dont il gère son entreprise, il gère Ouais. ses équipes et les sujets qu'il a apportés. Il a abordé des sujets qui n'étaient pas avant. Alors on lui a dit c'est dans l'air du temps, c'est ça, mais c'est vraiment des trucs de conviction. Quand il parle d'environnement aujourd'hui ou quand il parle de... Il s'engage vachement sur des sujets. Il a imprimé ça aussi à la culture Hmm. d'entreprise. C'est vrai S'imprimer sur des qu'Apple, sujets. ouais, il a un petit peu plus poussé ça peut-être, et c'est vrai que c'est un peu dans l'air du temps. Moi, je pense qu'il est bon, comme le fait Sébastien, de remettre les choses dans le contexte de l'époque, à savoir quand Steve Jobs décède, on était vraiment enfin, on n'était pas du tout certain, on est très très incertain sur l'avenir de la boîte sous Tim Cook. Donc le fait qu'il ait quadruplé c'est la société qui a la plus grosse valorisation boursière au monde, Apple, et il a quadruplé la valeur de la boîte. Rien que ça, par rapport à ce qu'on en pensait à l'époque, c'est quelque chose qu'il ne faut pas du tout minimiser. Et cette réussite de gestion, parce que
Ce qu'il fait très bien, c'est la gestion de la chaîne de production et d'approvisionnement dans le contexte d'une société aussi énorme qui est dans autant de domaines matériels, avec des objets physiques qu'il faut livrer. C'est quelque chose qui requiert un véritable génie de la logistique. Et c'est une compétence qui est différente peut-être de celle de Steve Jobs. Et peut-être que s'il était encore là, à eux deux, la société vaudrait 4 billions, j'en sais rien. Mais ce qu'Apple est aujourd'hui, je crois, ne peut pas exister sans Tim Cook. Et bon, peut-être que l'innovation est un sujet dont on pourra débattre aussi, mais je crois que on a tendance à minimiser cet aspect de sa gestion à Tim Cook et l'importance en tout cas de cet aspect de la gestion. Parce qu'Apple ne peut pas exister sans Tim Cook aujourd'hui, je crois. C'est ce que tu avais l'air de dire aussi, Sébastien, mais ça me semble... Ouais, je voudrais ajouter plusieurs points. Le premier, c'est peut-être quand même que on ne se rend pas compte à quel point il a développé, enfin Apple quand même ces 10 dernières années, il n'a pas fait que faire évoluer son iPhone. Et il y a des lignes de produits qui n'existaient absolument pas il y a 10 ans, qui sont devenus aujourd'hui des business monstrueux, qui sont cachés dans l'empire Apple quelque part. C'est-à-dire que tout ce qui est les produits accessoires, donc les écouteurs, les enceintes Beats, là, etc., on a l'impression que c'est des petits trucs. Sauf qu'en fait, aujourd'hui, ça représente 30 milliards de dollars sur les 9 premiers mois de l'année, qui vont probablement terminer l'année à 40 ou quelque chose comme ça. Ça veut dire que ça représente en volume de business, en chiffre d'affaires, à peu près ce que les ventes de l'iPhone il y a 10 ans, quoi. Ouais. C'est-à-dire qu'il a repris un business aussi gros que l'iPhone quand il a pris les commandes. Et donc ça, c'est un gros succès. Et l'autre, c'est les services, hein, c'est la montée en puissance de l'App Store, de tous les abonnements qu'on connaît, Apple Music, etc. Ça, c'est 50 milliards. Donc c'est déjà plus gros que l'iPhone à l'époque. Et bon, ça, c'est que, tout ça, ça s'est produit quand même sous Tim Cook. Et l'autre truc, c'est on disait sur l'innovation. Alors peut-être que c'est pas aussi évident qu'à l'époque où on avait l'impression qu'il y avait une rupture technologique. Bon, ce qu'il faut bien voir, c'est que les consommateurs seraient hyper contents si tous les ans ou tous les 2 ans, il y avait une rupture technologique comme l'a été le smartphone. Mais c'est pas possible, quoi. C'est un truc qui arrive peut-être tous les 10 ans et encore. Ouais. Donc, on reproche à Tim Cook un truc qui est juste pas possible. Et par contre, il a quand même mis des gros moyens sur l'innovation. Le fait que ce soit une boîte qui quand même arrive à mettre ses processeurs aujourd'hui dans ses Mac pour dégager Intel, ça veut bien dire la puissance de la machine. Et quand on regarde encore une fois les chiffres, à l'époque, Apple, c'était déjà monstrueux. Ils investissaient 2 milliards en R&D, etc. Aujourd'hui, c'est 16 milliards annuels de dollars qu'ils mettent sur la R&D. Donc c'est, je ne sais pas quel est le budget du CNRS, mais à mon avis, ils sont en dessous. Mais c'est vrai que cet aspect du M1, tu fais bien de le rappeler, je l'avais quasiment oublié, et c'est une vision, là encore, stratégique qui est peut-être claire quand on est dans les petits papiers d'Apple, mais qui est quand même assez audacieuse et qui se révèle être un pari incroyablement gagnant vu la qualité du processeur au final, et c'est une décision stratégique qui a été prise par lui. Donc bon, il est difficile de dépatouiller ce qui se serait passé avec Steve Jobs ou sans Tim Cook, et peut-être que tout le monde aurait fait la même chose, mais en tout cas je trouve qu'il est un petit peu ce pauvre Tim Cook qui est tellement maltraité par la presse par rapport à son illustre prédécesseur. Au moins dans le rendez-vous tech, on lui aura rendu justice et il aura reçu un petit peu de compliments de chez nous au moins. Bon, il y a quand même un sujet qui est même encore un petit peu plus gros, c'est cette décision d'Apple qui est assez inattendue. Apple qui a décidé de faire un petit pas en faveur des développeurs pour la manière dont ils gèrent les paiements. Vous savez que le procès avec Epic, qui est un procès absolument épique et monumental, Epic est en procès avec Apple et avec Google, il porte sur plusieurs choses, on va dire 2 choses principales. D'une part, l'installation d'applications qui ne passent pas par l'App Store. Donc ça, c'est un problème qui n'est pas du tout réglé encore, le fait de pouvoir installer des applications qui ne passent pas par l'App Store sur iOS. Mais il y a aussi un autre aspect à ce combat, c'est le fait de pouvoir utiliser
utiliser n'importe quel moyen de paiement dans les apps qui sont installées par l'App Store et pas uniquement le système de paiement d'Apple sur lequel Apple prélève 30%. C'est le cas aussi sur Android pour le Play Store. Et donc, ce que demandent les développeurs, c'est de pouvoir utiliser des systèmes de paiement différents. Et c'est le cas, ça n'est pas aujourd'hui possible, non seulement utiliser des systèmes de paiement différents, mais en plus de pouvoir en parler. Parce que, disons que, je me corrige un petit peu, ils ont le droit de vous avez le droit de vous abonner à un service pour une app qui est téléchargée sur l'App Store, sur leur site web, par exemple. Donc ça, c'est déjà possible. Par contre, le développeur n'a pas du tout le droit d'en parler où que ce soit. Et là, ce que va autoriser Apple, c'est le fait de communiquer avec les clients qui ont installé une app par email, de leur envoyer un email en disant « Vous pouvez vous abonner soit par votre téléphone, par l'App Store, par l'intérieur de l'application, soit vous pouvez vous abonner avec notre site qui est disponible à telle adresse et mettre un lien dans le mail. » Donc en gros, Apple relâche les restrictions sur la communication des développeurs sur les moyens de paiement qui existent pour les clients. Et ça n'a l'air de rien parce que ça n'est pas autorisé dans les apps. C'est-à-dire qu'un développeur d'app ne peut toujours pas vous dire dans l'app « Ah bah si vous voulez, vous pouvez vous abonner pour 10 € par mois directement dans l'app ou alors aller sur ce site web et vous abonner pour 7 par exemple parce qu'ils économisent la commission d'Apple. » Donc ça, ils ne peuvent pas le dire dans l'app. Mais ils n'avaient pas le droit de le dire par email non plus. Maintenant, ils pourront. Vous donnez votre adresse email au développeur en installant l'app, si vous le souhaitez, et il vous envoie un mail en vous prévenant vous pouvez payer moins cher en vous abonnant par là. Ça n'a l'air de rien, mais c'est déjà énorme. Et c'est évidemment dû à une pression importante qui est mise sur Apple par les différents procès. D'ailleurs, ça, c'est une des décisions qui a été prise par Apple en accord avec un procès en groupe de développeurs donc il clôture le procès avant qu'il n'ait commencé en prenant cette décision. Mais il y a d'autres procès comme celui avec Epic et puis il y a une pression réglementaire. Les gouvernements de différents pays sont en train de penser à légiférer sur ces questions d'App Store et donc Apple, je pense, fait un petit pas en faveur des développeurs pour essayer on va dire d'alléger cette pression qui commence à peser sur eux. C'est un petit pas ou un gros pas? Je vais reposer la question du coup à Mélinda. Ça veut dire quelque chose, le fait de pouvoir communiquer par mail, ou en fait, au final, ça ne changera pas grand-chose? Alors, c'est rigolo parce que moi, je suis plus mitigée que toi sur le succès des petits développeurs en fait sur Apple, sur ce truc-là. Je trouve que pour suivre pas mal ce dossier, je trouve que là-dessus, ils ont été très très bons chez Apple. La mesure, rien que pour parler de cette mesure de ciblage des utilisateurs, en fait, depuis en juin, ils ont revu les guidelines là-dessus, les règles de communication des développeurs à l'encontre des utilisateurs. Ils pouvaient envoyer des mails pour dire qu'ils avaient un système de paiement qui existait en dehors de l'application, mais ils n'avaient pas le droit de cibler. C'est-à-dire que ça devait être le même mail pour tout le monde. Aujourd'hui, ils ont le droit de t'envoyer un mail à toi, Patrick, pour dire « Regarde, l'appli que tu utilises, si tu veux, tu peux payer le service, nous payer directement via le site. » Ça, en fait, c'est la nouveauté. Elle est que là. En gros, elle est sur la formulation écrite de ce point. Alors, c'est assez important pour les développeurs, sauf qu'on sait, toi et moi, que si c'est pas facile de payer via l'application, et que tu n'es pas Netflix ou Spotify, tu n'as pas forcément le réflexe et l'envie d'aller sur un site extérieur pour payer un service que tu pourrais faire très facilement via l'application. C'est là où je trouve qu'ils sont malins, Apple. Allez-y, faites-le, mais on sait que les gens ne vont pas trouver ça pratique. Ouais. Donc, vous pouvez le faire, mais on sait que les gens ne le feront pas, donc ça ne changera rien pour nous, en gros. Voilà, et en plus, et ça j'ai demandé à Apple après cette annonce-là, le petit truc qui est drôle, c'est qu'il faut qu'en plus, l'application, l'entreprise derrière l'app, ait eu l'autorisation des utilisateurs pour les cibler dans la communication et donc d'avoir le droit d'envoyer le mail pour les avertir de cette possibilité-là. Parce que tu vois un peu toutes les galères pour la pauvre entreprise. Sachant que derrière, il faut aussi qu'elle laisse le droit aux gens de refuser. Le parcours du combattant. Non mais cet accord-là, en gros, ils ont déboursé surtout $100 millions pour avoir la paix.
cette class action là qui va se terminer, enfin, faut encore que ce soit validé par la juge, qui est la même juge que celle du procès Epic. Ça, c'est drôle aussi. Mais cet accord-là, pour moi, c'est un peu alors ce qu'ils appellent les petits développeurs, c'est-à-dire ceux qui font moins d'1 million de revenus de dollars par an, c'est le nerf de la guerre en fait, actuellement, entre Epic et Apple. Parce que c'est 99% de l'App Store, pour schématiser. Les gens qui payent les fameux frais de commission qui sont problématiques, c'est 15% des applis, grosso modo. On voit tous que la majorité des applications sont gratuites, mais c'est une manne et financière et en nombre. Pour moi, cet accord, c'est histoire d'attirer à eux les petits développeurs. C'est ça la bataille entre Epic et Apple, c'est de savoir qui va prendre, en gros, qui va avoir la garde des enfants, pour schématiser. Et c'est ça. Et en fait, cet accord, là où je trouve qu'Apple est malin, c'est que quand tu regardes le contenu, honnêtement, ils font pas des masses de concessions. Très honnêtement. Mais on a l'impression que... Par contre, on a l'impression qu'ils font un geste énorme. Honnêtement, je précise sur une chose, ces petits développeurs effectivement qui font moins d'1 million de dollars par an, pour lesquels ils ont un fonds de 100 millions de dollars qu'ils vont redistribuer à tous les développeurs qui avaient une app, c'était entre 2015 et 2019 je crois, quelque chose comme ça. Ils représentent... Jusqu'au moment de l'accord, ok. Mais ils représentent une grande quantité d'apps, mais par contre, au niveau des revenus, à moins que je me trompe, c'est une petite partie des revenus de l'App Store. Donc, ils contentent plus ou moins une majorité des développeurs, et comme ça, ils peuvent dire oui, mais regardez, Epic se bat pour les petits, mais voilà, les petits, on a discuté avec eux, et maintenant, ils sont contents. Et pour les revenus, ça ne change pas grand-chose pour eux de toute façon, en plus du fait qu'il y ait ce parcours du combattant. Donc... Mais c'est exactement ça. En fait, les mesures que tu vois qui ont été annoncées là, honnêtement, il y a beaucoup de choses qui sont confirmées. Les règles sur l'App Store, le rapport qui est fait tous les ans sur les applis qui rentrent, qui sortent, qui est aidé à hauteur de combien. Honnêtement, ils ont mis par écrit beaucoup de choses qui existaient déjà. Il y a peu de créations à part ce fonds à 100 millions. Mais le fonds de 100 millions de dollars, c'est de la redistribution d'argent, parfois à des petits développeurs qui vont toucher... en gros, l'idée, c'est ce que vous pensez avoir perdu sur les 5 années qui viennent de s'écouler, on va vous les donner. Comme ils savent que c'est le gros des troupes, Epic Games, par exemple, n'est évidemment pas concerné, ni Spotify, c'est-à-dire tous ceux qui sont montés au front face à Apple ne sont pas du tout concernés par cet accord. Oui, eux, parce que ça, c'est pas ça qu'ils veulent. Eux, ce qu'ils veulent, c'est pouvoir mettre dans leur app, vous nous payez soit par Apple, soit par... Voilà, et un store parallèle. Et d'ailleurs, j'ai demandé à Apple, le store parallèle, là, en gros, est-ce que ça vous est demandé ? Et ils répondent gentiment, non, mais ça, c'est l'affaire de quelques gros milliardaires. C'est ça, en gros, c'est ça leur forme. Oui, c'est l'image qu'ils donnent. Nous, on s'occupe des petits devs et les grosses boîtes. Bon, c'est pas totalement faux non plus, mais ça veut pas dire que les grosses boîtes ont tort de demander ce qu'elles demandent. Du coup, Sébastien, sur cet accord, effectivement, c'est un petit tour de passe-passe d'Apple qui se fait bien voir, ou en tout cas qui réussit à clôturer ce procès de groupe, je sais plus comment on appelle ça en français, ce class action lawsuit, qui le clôture, qui règle pas vraiment les problèmes d'Apple ou Spotify ou de ces gros acteurs, mais qui clôture sans vraiment... Enfin, en donnant l'impression de faire des concessions, mais sans en faire vraiment. C'est un petit peu l'impression que tu as aussi ? Moi, je vais être plus radical encore que Melinda. Je pense que cet accord, c'est du flan. Ouais, carrément. C'est de la communication de la part d'Apple et ça change absolument rien aux fondamentaux du problème, ni pour les petits développeurs, ni pour qui que ce soit. Parce qu'en réalité, ce que disait très bien Melinda, c'est que quand bien même ils communiqueraient sur la possibilité de s'abonner à l'extérieur, etc., ça représentera une infime fraction des transactions effectivement réalisées, parce que c'est super dur en fait de persuader. Ça crée de la friction en fait. Les gens quand ils sont sur l'App Store, ils ont envie quand 2 clics, s'ils ont envie de s'abonner, ils s'abonnent. Ils vont pas aller ouvrir un navigateur pour rentrer leurs informations de carte de crédit en 10 clics pour ensuite revenir dans l'application pour rentrer les identifiants et que Apple qu'on considère que c'est bon qu'ils sont abonnés et qu'ils n'aient pas à régler les 30% de commission. Les fameux 30% de commission. Et sachant que ça, c'est un truc qui n'était pas au départ dans les règles de l'App Store. Hein. C'est un truc sur lequel Apple a reculé en 2011, d'ailleurs, justement, à peu près quand Tim Cook est arrivé.
Ou parce qu'au départ, vous vous abonniez dans l'App Store, point final. Si vous étiez abonné à Netflix en dehors et que vous vouliez recréer enfin, à l'époque, Netflix n'existait pas, mais c'était l'idée, quoi. Si vous étiez abonné aux Échos et que vous vouliez accéder à l'appli des Échos sur l'App Store, vous vous abonniez aux Échos dans l'App Store. Vous n'aviez pas possibilité de faire le lien entre les deux abonnements. Donc, Mhm. il y a eu une grosse bataille, notamment des éditeurs de presse, pour faire en sorte que quand vous étiez abonné à l'extérieur et que On n'avait Apple, pas du besoin coup, de se recevait pas sa réabonner dans commission, l'App Store système vous fermé. n'aviez pas besoin de vous réabonner et du coup, tant pis pour Apple, la commission lui passait sous le nez. Mais globalement, il était quand même gagnant parce que tous les gens qui passent par l'App Store, en fait, s'abonnent dans l'App Store et ça restera valable. Et ça, donc, c'est là que Mais j'en viens à l'accord qui a été annoncé hier, c'est que ça change fondamentalement rien. Quand vous mettez une appli, quand vous êtes dev et que vous mettez une appli sur l'App Store, euh, il n'y a toujours pas la possibilité de passer par un autre magasin. Il n'y a toujours pas la possibilité de passer par un autre moyen de paiement. Il n'y a toujours pas la possibilité, si vous avez un autre moyen de paiement en dehors de l'App Store, d'en faire la promotion dans l'appli. C'est-à-dire que vous pouvez envoyer un ouais, c'est mail, ça. mais par contre, dans l'appli, il n'y a pas le droit de marquer ou de mettre un lien vers votre site pour que les gens aient s'abonner. Ouais. Donc, autant dire que Bah, ça ce ne que je concernera personne. Et en plus, les taux de commission qui sont quand même enfin, c'est quand même assez élevé. Alors, certes, il y a eu des avancées pour les petits développeurs, etc. Ça peut descendre à 15% dans certains cas, mais c'est quand même 30%. Et Mhm. grosso modo, vous gagnez 1 euro, on vous en pique 30 centimes. Hein, Bah, c'est tout et, c'est- l'argument et, de et, et, c'est tout l'argument de et Tim ça, Sweeney d'Epic, c'est qu'aujourd'hui, ça ne vaut plus 30%. Une sorte de racket aujourd'hui qui est due à ce monopole, même s'il il est d'accord, j'imagine, pour dire que ce type de service peut valoir une certaine commission. D'une part, il propose qu'on laisse le choix pour que lui puisse installer son propre store, mais surtout, il dit 15%, ou enfin, il donne pas de chiffre précis, mais il dit 30%, c'est trop. À voir qui a raison là-dedans. On pourrait en parler très très longtemps. Mais bon, je pense qu'on a bien compris et le. en fait, les conditions d'utilisation du store pour les développeurs vont évoluer, c'est inévitable. Ouais. Là, en fait, bon, ils ont réussi à éviter cette action de groupe aux États-Unis. En gros, ils ont payé 100 millions. Mhm. D'ailleurs, il me semble que c'est que pour les développeurs US. Hein. Si vous êtes un petit Oui, développeur ici en Europe, Ouais. vous n'aurez pas accès au fonds. Donc, en gros, ils disent, bon, alors on avait les petits développeurs US qui nous menaçaient avec une action de groupe. Potentiellement, ça pouvait nous coûter hyper cher. En plus, enfin, c'est des procès au long cours, mais qui peuvent se terminer si on doit être indemnisé après chacun d'entre eux au tarif qui est fixé par le juge, ça peut nous coûter très cher. Et en plus, ça peut nous forcer à faire évoluer notre modèle d'affaires beaucoup plus considérablement que ce qu'on est prêt à faire. Donc là, finalement, on fait un truc à minima, on fait absolument pas évoluer notre modèle. On lâche 100 millions, ce qui pour nous est quand même pas grand-chose. Et Ouais. ce dossier-là est refermé. Mais bon, c'est un dossier parmi tant d'autres, parce que Bah écoute, la class action des développeurs aux États-Unis, bon, c'est que c'est la petite bataille au milieu de la grande guerre qui est menée partout dans le monde. et justement, la grande guerre menée partout dans le monde, c'est à ça qu'on va en venir. La Corée du Sud, par exemple, est en train de voter une loi qui obligera les App Store, qu'ils soient du côté d'Apple ou du côté de Google, à autoriser les paiements de tiers dans les apps. Donc on parle que de la Corée ici, mais on sait qu'il y a des considérations similaires qui sont en train d'être prises, d'être faites aux États-Unis et en Europe. Il y a également une info qui est sortie avec le procès d'Epic qui est pas directement liée à ça, mais qui est quand même intéressante à noter. Pour l'année 2019, le Google Play Store a eu en revenu 11 milliards de dollars sur lesquels Pardon, je me trompe dans les chiffres. Il y a eu 8,5 milliards de revenus, de profits bruts, et les personnes qui sont dans les finances comprendront bien la différence. Moi, c'est pas mon cas, et 7 millions en profit net. Donc, en gros, ils ont mis la marge de Google sur l'App Store à 62%. C'est ça qu'il faut retenir. La marge de Google à 62% sur les ventes sur l'App Store. Alors après, peut-être que ça dépend comment on compte ce qui fait partie des dépenses pour promouvoir l'App Store. En tout cas, c'est comme ça que fiscalement, Alphabet, enfin Google l'a compté.
11 milliards de revenus, 7 milliards de profit net, on est à 62% de marge. On se rend compte qu'il y a quelque part là un truc qui est bizarre, parce que n'importe quel business qui fait 60% de marge sur ce qu'il vend, il y a un truc qui tourne bizarrement, on va dire. Et les préoccupations sur de la position dominante, je pense, se font encore plus pressantes. Donc ça, c'est un autre aspect de la chose qui fait que... Je vais vous demander, du coup, pour conclure ce sujet, vos prévisions. Est-ce qu'on va avoir, par l'appareil, par les parlements, est-ce qu'on va avoir des lois qui obligeront Apple et Google à accepter, enfin à modifier ces conditions-là de paiement? Est-ce qu'ils vont d'une part être obligés, on va dire dans les 2 ans, hein, on ne va pas voir trop loin, mais dans les 2 ans, est-ce qu'ils vont être obligés d'accepter les paiements tiers dans les apps et ou l'installation d'applications tierces, là on parle plutôt d'Apple parce que c'est déjà possible chez Google, l'installation d'applications tierces sur les OS. Mélinda, 2 questions, oui, non, non, oui, 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 non, non, je te laisse le choix. Si je te réponds que non et oui, on va pas aller loin. Alors, je pense que sur le paiement, je ne sais pas s'ils obtiendront gain de cause. Je pense qu'en Asie, tu sais que les systèmes de paiement parallèles sont extrêmement puissants. Là, peut-être qu'ils seront obligés de céder. Pour le reste, ils font du Apple comme d'hab ou du Google, c'est-à-dire oui, mais avec des restrictions de folie, enfin des galères pas Alors après, croyables. s'il y a une loi qui est votée, elle est précise, la loi. Après, ils peuvent Ouais, essayer de contourner. mais tu sais, comme je te dirais, il y a la loi et l'esprit de la loi. Ouais. Tu as la loi qui va te dire faites-le, puis eux, ils vont faire ok, on vous fait ça, ça va ressembler à un 400 mètres haies, les gars, soyez prêts. C'est ça, en fait, Ouais. à l'Apple. Et donc, je pense que ça viendra, mais tu vois, avec toutes ces contraintes, et pareil pour le store parallèle, ils finiront par lâcher, mais avec des contraintes de folie qui font qu'en fait, pour l'utilisateur, parce que leur pensée première, elle est sur l'utilisateur, c'est tellement galère de faire autrement que finalement, ils restent là. Parce que les 15%, les 30% de commission, il faut vraiment que ce soit conséquent pour qu'un utilisateur ne cherche pas la facilité. Et Apple, comme Google, ils se reposent là-dessus, sur la simplicité d'utilisation. Ils peuvent faire des concessions à côté avec des handicaps de folie, parce que la justice les oblige, les développeurs les obligent, mais au final, ils peaufineront pour que leur solution principale, elle soit la plus intuitive et simple possible. Donc, moi, je pense que oui, ouais. ça viendra, mais de là à ce que ce soit utilisé facilement, il y a encore du boulot. Ouais. Sébastien, tu es sur la même ligne, tu vois pas les choses vraiment évoluer concrètement, même s'il y a des lois qui sont votées, parce que c'est ce que tout le monde attend là. Ah si, moi, je pense que ça arrive, ça va tomber. La question, c'est de savoir où, quand, où est-ce que ça va arriver en premier, sous quelle forme, et dans quelle mesure est-ce qu'il va y avoir effectivement des méthodes de contournement, des choses comme ça. Mais en vérité, ils vont être obligés de s'ouvrir. Là, un bon candidat, donc il y a la Corée qui va arriver incessamment avec l'obligation d'ouvrir les systèmes de paiement. Est-ce qu'après ils appliqueront cette règle-là qu'en Corée? C'est aussi compliqué Ah pour eux bah ça d'avoir c'est des règles sûr. qui sont nationales sur le Ça c'est store. sûr, hein. Euh, Ils restreindront autant que possible. Si la loi est votée en Corée, ça va être qu'en Corée que ça sera possible, moi j'en suis convaincu. ouais, et après il y a la question de savoir effectivement si si les consommateurs voudront aller vers des systèmes de paiement alternatifs, accepteront d'aller vers des solutions qui seront peut-être moins ergonomiques, euh, quitte à ce qu'elles soient un peu moins chères. L'autre question, c'est effectivement les autres App Store sur l'iPhone. Bon, là, c'est quand même, ça sera quand même encore C'est plus compliqué, un ouais. peu plus compliqué. Moi, Mais moi je crois qu'il y a... Moi je crois qu'on peut... Pardon, je t'ai interrompu Sébastien. non, vas-y. Je crois que ça peut, si c'est effectivement clairement autorisé, je crois qu'après, quand la porte est ouverte, le déferlement arrive. Mais bon, on verra comment ça se passe, si ça se produit. Mais je crois que ça commence à faire trop de bruit pour qu'il n'y ait rien qui arrive. Donc, je suis un petit peu sur votre ligne aussi, mais... Puis, Oui. il y a un moment, il faut constater les choses. C'est-à-dire que ils ont joué la montre, mais là, il y a un côté où le problème est devenu vraiment incontournable
Ouais. Et il n'y a que 2 acteurs au monde, même si Google peut prétendre que il y a de la concurrence, qu'on peut effectivement installer un autre App Store, etc. En fait, il y a tellement de haies, d'obstacles que, pour reprendre la métaphore, en fait c'est galère. Et en fait, il y a 2 acteurs au monde qui contrôlent qu'est-ce que vous pouvez télécharger, à quel prix, etc. Et bon, pourquoi pas, si on considère que c'est la méthode la plus efficace, que derrière, il y a la sécurité qui va avec, il y a la protection des données qui va avec, très bien. Mais par contre, est-ce que à partir du moment où ils sont dans une position qui est une situation de duopole ou une situation de monopole en fait sur leur écosystème, on peut leur permettre de faire des profits qui sont aussi monstrueux? La réponse, en fait, elle est non. C'est une réponse concurrentielle qui est de dire s'il y a un seul acteur qui est sur un marché, il va monter les prix et il va se rincer au passage au détriment du consommateur, au détriment de la concurrence. Et donc, il faut que si cette infrastructure elle est essentielle et qu'elle ne peut pas être doublonnée, il faut qu'on régule les prix. C'est un peu comme quand Orange a le réseau cuivre, par exemple, en France, pour faire de la DSL. Bah, à un moment, personne ne va reconstruire un réseau cuivre. Donc, on dit, OK, c'est vous qui avez la seule infrastructure qui est Mm. dispo. Tout va passer par vous. Mais par contre, vous ne pouvez pas facturer à Free ou à Bouygues 50 euros par mois pour accéder à une ligne ADSL parce que c'est pas juste. Mhm. Parce qu'ils peuvent pas construire une alternative. Donc, vous avez ce qui s'appelle en fait, les prix pratiqués sont indexés sur les coûts. Donc, c'est une formulation un peu compliquée, mais en gros, ça veut dire il y a le régulateur qui regarde combien ça vous coûte de mettre en place l'infrastructure, de l'entretenir, etc. Et ensuite, il définit un tarif auquel vous laissez accès à cette infrastructure à vos clients. Et finalement, ça pourrait être la même chose pour les App Store. On dit, OK, Apple, ça vous coûte combien de maintenir les serveurs, de faire les checks de sécurité, etc. Parce que ça, c'est un chiffre qu'Apple donne pas. Et ensuite, vous répartissez ces coûts sur tous les développeurs et vous dites, bon, bah voilà, ça, c'est le coût. Et le coût, c'est probablement pas 30% de toutes les Oui, transactions. c'est ça qui est la clé au final, indépendamment de la manière dont on arrive à la conclusion. Je crois qu'effectivement, on n'est pas à 30% quand on voit le type de profit que fait Google et certainement que fait Apple sur ce genre de choses. Et du coup, comment déterminer la chose juste et puis surtout comment déterminer si on a le droit ou pas de parler de solutions de paiement tierces. Bon, on n'a pas fini d'en parler, j'en suis sûr. Avant d'avancer plus loin d'Apple, du coup, je vais juste mentionner le hashtag Apple2 qui dénonce racisme et sexisme chez Apple, qui est un mouvement qui est en train de prendre un petit peu d'ampleur, dans la foulée duquel on a entendu des témoignages sur les questions de la vie privée d'employés qui sont obligés de lier leur compte iCloud personnel à leurs ordinateurs de travail et qui n'ont ensuite pas le droit d'effacer le disque dur une fois qu'ils rendent l'ordinateur. Il y a ce genre de préoccupations. Et puis, donc, il y a tout un tas de choses dont on pourrait parler à ce propos-là. Et puis il y a aussi les rumeurs sur l'iPhone 13, sur l'Apple Watch Series 7 et sur d'autres choses de ce genre-là. Il y a 100 millions d'utilisateurs d'Apple Watch en ce moment, d'après les estimations. Et l'Apple Watch Series 7 donc, devrait arriver. Elle aurait un plus grand écran, 41 à 45 mm, et puis un bord plat, comme sur les derniers iPhones. Bon, ça, on aura la réponse dans quelques semaines. Et on aura aussi la réponse sur l'iPhone qui peut communiquer avec des satellites LEO. LEO, c'est Low Earth Orbit pour les satellites. Et c'est les satellites de type Starlink, mais il y en a beaucoup d'autres qui utilisent ce type de technologie. Et donc, on aurait des iPhones qui peuvent communiquer avec ces satellites. Alors, ce n'est pas juste pour les communications classiques, mais ça serait pour les urgences, pour les endroits où on n'a pas de 3 ou 4G. Ça risque de ne pas être très utile à tout le monde, mais je vois très bien Mélinda ou Sébastien, quand ils sont sur leur yacht respectif au milieu de l'océan, qui n'ont pas de couverture. Bon, en même temps, sur les yachts, il y a peut-être déjà une connexion satellite et on est en Wi-Fi. Donc, je ne sais pas, quand on est en train d'escalader l'Everest, Mélinda, quand elle est en train d'escalader l'Everest, ça lui sera utile d'avoir une connexion satellite. C'est le genre de truc, s'ils en font une grosse feature, ça me semblera un petit peu surfait. Je ne sais pas vraiment si ça sert C'est beaucoup, qu'on a une quoi. vision un petit peu
Je pense qu'on a une vision aussi un petit peu déformée des choses en tant que consommateur français parce que on a une couverture du territoire qui est quand même relativement bonne, même s'il y a peut-être certains des auditeurs qui sont dans des zones blanches. Hmm. Mais globalement, c'est très satisfaisant et il suffit de se balader un petit peu en Europe ou d'aller aux États-Unis ou pour se rendre compte qu'il y a des endroits où ça capte rien du tout en fait. Et là, ouais, le service, il a une certaine légitimité, peut-être plus qu'en France. Ouais. Ouais. Et Alors, pour les urgences, c'est rassurant peut-être. On se dit, bon, bah au moins, s'il y a un truc qui arrive, mon iPhone peut contacter quelqu'un, même quand j'ai pas de 4G ou de 5G ou de 3G. Oui, pardon, Mélinda? moi, je pense que ce sera qu'un truc d'urgence. En fait, tu Oui, sais, c'est comme il ça. existe déjà dans l'iPhone, ils ont déjà ça et dans l'Apple Watch aussi en partie. Le numéro d'urgence international, tu sais, tu as cette Tout à possibilité fait. d'appeler. Je suis sûre, en fait, j'ai peine à croire que ça serve à autre chose qu'à ça, pour les coûts déjà que ça pourrait engendrer. C'est ce qui est décrit Peut-être dans les qu'après, rumeurs déjà, ouais. ils l'ouvriront pour mon yacht, comme ça je serai tranquille. Mais je vois plus ça comme une nouvelle fonctionnalité, tout ce qu'ils ont fait là, les appels d'urgence à l'international. Je Hmm. pense que c'est ça, tu pourras t'en servir partout si tu as un problème. Mais je vois pas ça comme j'ai du mal à concevoir ça comme autre chose sur l'iPhone 13. Hmm. Et Non, tout mais le on est monde, d'accord, j'ai on est vu. d'accord. C'est ce Ouais, que donc franchement, les. c'est fun, ça va être génial. On va voir les communications par satellite. Ça coûte quand même 3 bras et demi. Euh, donc j'ai peine à croire que tu vois, ça serve à autre chose que pour de l'urgence, Ouais, en on fait. est d'accord. Euh, Et du coup, ça nous permet de refermer cette longue page Apple et de parler de OnlyFans. On a longuement parlé de l'affaire OnlyFans la semaine dernière. Donc, on va pas refaire tout le résumé. Je vous propose d'aller écouter cet épisode-là si vous voulez tous les détails. OnlyFans, qui est je vais résumer très très rapidement. OnlyFans, qui est un site de soutien participatif comparable à Patreon ou Tipeee ou d'autres types d'autres sites de ce type-là, sauf qu'ils se sont fait leur nom sur du contenu pornographique essentiellement, avec des travailleurs et des travailleuses du sexe qui utilisaient la plateforme pour financer leur travail et donc recevoir des paiements de leurs fans, comme l'indique le nom du site. Eh bien, la semaine dernière, ou il y a 2 semaines, ils annonçaient qu'ils allaient interdire le contenu pornographique de toute la plateforme, pour des raisons qu'on a détaillées à l'épisode précédent. Eh bien, surprise, vraiment surprise totale, il y a quelques jours de ça, ils ont annoncé faire machine arrière et finalement ne plus du tout bannir le contenu pornographique et qu'ils avaient réussi à s'assurer de pouvoir continuer à opérer en fait avec les sociétés de paiement et de facturation et ce genre de choses. C'était le cœur du problème. Alors, on n'a pas les détails. Est-ce que ça veut dire que eux, ils ont de leur côté donné des assurances sur l'identification des personnes qui utilisent le service du côté des créateurs et des créatrices, bien sûr, puisque on n'est pas dans des sites comme des sites de contenu pornographique généraux où on va avoir beaucoup de gens, beaucoup de vidéos, beaucoup d'acteurs et d'actrices différentes qui vont passer dans les vidéos et ça va être difficile de contrôler parce qu'ils n'ont pas une relation directe avec la personne. Là, chaque créateur ou chaque créatrice peut être identifié. Peut-être que c'est en donnant des assurances à ce niveau-là qu'ils ont réussi à obtenir l'assurance des sociétés de paiement, de Mastercard notamment, qu'ils continueront à opérer. On ne sait pas, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'ils ont fait machine arrière complète. C'est vrai que la gronde commençait à monter très sérieusement et peut-être que les créateurs du site commençaient à partir, on ne sait pas, mais c'était assez inattendu, je crois. Je ne sais pas si vous avez suivi cette affaire de votre côté, Mélinda et Sébastien, mais on pensait que là, en octobre, c'était terminé pour OnlyFans et le porno. Bah, ce changement était vraiment surprenant. Déjà, j'ai découvert que sur OnlyFans, il y avait autre chose que du porno. Donc, si tu veux, c'était déjà ça la première info Disons que c'est pas pour ça avec qu'ils ça. sont connus, hein, mais effectivement. J'avoue que, si tu veux, quand j'ai entendu ça au début, je me suis dit, ah bah oui, si on leur retire ça, ils vont pouvoir fermer. Hein. C'était la poule aux œufs d'or qui disparaît, sans jeu de mots. Mais... Donc, ça m'a permis de savoir ça, déjà, qu'il y avait autre chose comme. Ouais. J'étais un peu Mais là-dessus, j'avoue, ma méconnaissance du site. Mais non, mais l'argent, c'est le nerf de la guerre. Si tu perds ce qui a fait, qu'ils le veuillent ou non, leur renommée, et donc les gens qui contribuent financièrement, je peux comprendre qu'ils soient un peu battus. Après, honnêtement, de ce que j'en avais entendu, les arguments avancés par le secteur bancaire, qui en fait s'offusquaient plutôt que d'être utilisés pour ça, ils étaient un peu faibles. Je pense qu'ils avaient autre chose. La fraude,
là-dessus était. Moi, ça m'a paru bizarre cette histoire. Ça m'étonne pas. Je pense que chacun y allait de la défense de son image plus que Hmm. de vrais risques, en fait. Mais bon, Ouais. Mais non, mais ce que fait tu rire. dis, Mais je crois que ce que tu dis est très juste. C'est une question d'argent finalement. J'imagine qu'il y a beaucoup de gens qui se sont dit bon bah on va aller ailleurs. Et OnlyFans sans le porno, c'est Patreon qui est moins connu que Patreon. Et du coup, peut-être qu'ils n'ont pas vraiment d'intérêt. Enfin, ils ne peuvent pas exister sans le porno. C'est peut-être pas une motivation très, on va dire. De défense de leur créateur finalement, mais simplement ils se sont rendus compte, bah, si tout le monde part, et ça avait l'air d'être le cas, il ne reste plus grand-chose pour nous, et il y a d'autres options que OnlyFans. Il y a plein de sites qui font un petit peu la même chose, et qui sont suffisamment petits pour passer sous le radar sur les préoccupations des banques et des solutions de paiement. Donc ils ont dû se rendre compte qu'ils ne pourraient peut-être pas survivre. Donc, bon. Bref, en tout cas, toute notre discussion de la semaine dernière, du coup, est caduque. Ouais. Oui, Sébastien. Je trouve quand même qu'il y a quelque chose de curieux dans le timing. Si tu veux, Mm. cet aller-retour de communication est tellement rapide que tu peux pas t'empêcher. Enfin, tu peux penser légitimement que derrière, ils ont fait un coup, que ce soit en termes de pub ou en termes de pression sur les financiers. À un moment, ils se disent, bon, on rencontre une difficulté avec tel acteur, on sort du bois, on fait rouler la grosse caisse et qu'est-ce qui arrive derrière? Eh ben, il va y avoir d'autres financiers, d'autres banques, parce que finalement, c'était des acteurs bancaires qui recherchaient, de ce que j'ai compris, qui vont toquer à la porte, on va trouver des solutions. Et en plus, parce que finalement, les créateurs, ils sont pas partis du jour au lendemain, tu vois. Euh, et, et on a parlé d'OnlyFans comme jamais on en a parlé, notamment dans la presse grand public. Et donc aujourd'hui, ça veut dire que si tu connaissais pas et que tu as envie de trouver un site de contenu porno, bah, hop, ça va faire tilt. Tu vas sans doute aller tester OnlyFans. Donc, de ce point de C'est vue-là, vrai enfin, je sais pas, moi que je me pose la question. je suis d'accord. je Ouais. crois que Et, je- et je me demande dans quelle mesure il y avait eu enfin, il y avait quand même eu un précédent sur Pornhub ils avaient dû virer énormément de vidéos parce qu'ils ouais, on s'étaient en fait avait parlé prendre un la peu en semaine tenaille dernière, par leurs partenaires effectivement. financiers. Mais c'était pas la même Alors, situation, hein. je sais pas comment ça s'est traduit derrière parce que c'est un peu, non, c'est pas la même situation, mais finalement, on a parlé de Pornhub beaucoup plus parce que c'est quand même des sujets qui sont assez tabous. Et on a parlé de cet acteur-là en particulier. Comment est-ce que derrière ça s'est traduit dans ses chiffres de fréquentation et puis dans ses résultats économiques? Je sais pas. Ouais, alors le problème de Pornhub est plus compliqué parce que Pornhub, effectivement, il y avait des contenus hautement illégaux et des contenus de trafic sexuel et de trafic de personnes. Et sur Pornhub, les solutions de paiement type Visa, Mastercard ne sont pas revenues. Donc je ne sais pas dans quelle situation financière est Pornhub. J'imagine qu'on peut payer en Bitcoin, comme toujours dans ce genre de cas. Mais c'est une situation qui est différente de celle d'OnlyFans, où effectivement, et on en a parlé la semaine dernière, quand Mathieu nous l'a fait remarquer, il y avait eu une enquête de la BBC qui notait des problèmes sur Pornhub aussi, sur OnlyFans aussi, mais les problèmes d'OnlyFans, c'était plus des personnes qui étaient des adolescents et des adolescentes, donc des personnes trop jeunes qui avaient ce type de contenu sur OnlyFans. Alors évidemment, c'est certainement problématique et je veux pas minimiser la chose, c'est évidemment un énorme problème, mais c'est pas le même type de problème que quand on a du trafic de personnes, de l'esclavagisme sexuel, ce genre de choses, qui étaient avérées sur Pornhub. Et donc, peut-être que les choses de ce type sont plus faciles à réguler sur OnlyFans parce qu'on peut demander l'identité des personnes et c'est plus facile à gérer de cette manière, là où Pornhub a dû désactiver les contenus mis en ligne par la communauté, qui était moins facile à gérer. Sur OnlyFans, il n'y a pas ce problème-là. Mais par contre, là où je te rejoins un petit peu, Sébastien, c'est que la pression sur Mastercard a dû être réelle parce que non seulement beaucoup de gens ont regardé du côté d'OnlyFans, mais beaucoup de gens ont aussi demandé
Mais attendez une seconde, Mastercard. Pourquoi est-ce que vous exigez ce genre de choses de OnlyFans aussi? Sur Pornhub, on comprenait. Mais là, est-ce que c'est pas un petit peu du puritanisme ou de l'imposition morale ou ce genre de choses? Et c'était pas une très bonne image pour Mastercard. Donc il n'est pas impossible qu'en voyant tout le ramdam médiatique, Mastercard soit allé voir OnlyFans ou vice-versa et qu'il soit dit, OK, bon, on se calme, on va trouver une solution, on va pouvoir trouver faire quelque chose qui va arranger tout le monde parce que là, c'est bon pour personne. Je peux l'imaginer, ça, effectivement. Eh bien, écoutez, on va parler de Windows, de drones qui font des livraisons, on va parler de santé mentale et de tech et de plein de choses encore. Mais j'aimerais vous proposer une chose avant ça. Vous proposer en fait deux choses. D'une part, je voudrais vous parler de l'after show qui va avoir lieu pour les patriotes après cet épisode. Et le sujet de cet after show, je vous propose que ça soit ce que les réseaux sociaux ont apporté de positif. J'aimerais qu'on soit un petit peu positif, parce qu'on parle tellement des aspects négatifs de la tech dans ces émissions, semaine après semaine. Dans l'after show, avec les patriotes, pour les patriotes, on va parler un petit peu de positif et des réseaux sociaux, de ce qu'ils ont amené de bien dans le monde. Parce que je vous assure qu'il y a des choses, donc on en parlera entre nous. Et pour accéder à cet after show, vous pouvez soutenir l'émission. Évidemment, ce n'est pas la seule raison de soutenir le Rendez-vous Tech. Il y en a plein. Mais si vous voulez accéder à cet after show, vous pouvez aller sur patreon.com/rdvtech et soutenir pour le montant que vous voulez. 1 euro, 2 euros, 3 euros. C'est vous qui décidez. Et vous avez accès à des bonus absolument incroyables, comme par exemple l'accès à l'after show, bien sûr, mais aussi les timecodes dans l'émission pour passer à un sujet qui vous intéresse plus. Vous avez également aucune pub dans l'émission, y compris cette partie qui est coupée dans le flux privé, la partie où je fais la promo du Patreon, puisque vous êtes déjà des patriotes. Vous avez aussi des éditos, je vous fais passer de l'autre côté du micro pour vous expliquer comment ça se passe au niveau de la production. Mais le plus important, c'est que vous soutenez une émission qui vous plaît, qui vous intéresse, qui parle de contenu en profondeur, important, et puis parfois un petit peu amusant aussi. Et c'est le moyen de soutenir le Rendez-vous Tech, sans quoi il n'existerait pas, tout simplement. C'est un modèle assez unique où on est entièrement financé par les gens qui soutiennent, qui écoutent l'émission et qui décident de la soutenir. Donc un grand merci à tous ceux et celles qui le font. On vous fait de gros bisous spéciaux, même si vous ne nous écoutez a priori pas. Il y en a quelques-uns qui écoutent le flux public. Et puis, on continue avec le reste de l'actu. Et donc, Windows 11 qui était censé être bloqué uniquement à la configuration recommandée, qui était relativement récente, quelques années, et bien finalement, on pourra installer Windows 11 sur n'importe quel PC, sauf que, il y a quand même, là on parlait tout à l'heure avec Apple de parcours de haies, et bien là, il y aura effectivement quelques obstacles. Premièrement, on ne pourra pas l'installer si notre machine n'est pas éligible à l'installation classique de Windows 11, et bien il faudra télécharger l'image de l'installeur, donc l'ISO, et puis on l'installera par clé USB ou ce genre de choses. Et d'autre part, Microsoft dit on ne garantit pas les mises à jour quand c'est installé comme ça, même les mises à jour de sécurité. Donc en gros, c'est le truc qu'on ne recommande à personne. C'est un petit peu pour dire, bon, si vous voulez vraiment, vous pourrez l'installer, mais c'est vraiment pas recommandé parce que si on n'a pas les mises à jour garanties, ça peut poser de gros problèmes de sécurité sur la machine. Et donc en plus, ça sera pas facile. On parlait aussi de simplicité tout à l'heure. Ça sera pas facile à installer puisqu'on peut pas passer par Windows Update. À côté de ça, puisqu'on parle de Microsoft, je mentionne que Panos Panay, qui était en charge de la division Windows et Device, donc les surfaces et toutes ces choses-là, a été promu, donc il monte dans la hiérarchie de Microsoft, ce qui est intéressant parce que c'est l'une des personnes qui est très... Microsoft, c'est un gros paquebot, et Panos Panay, c'est quelqu'un qui fait des choses un petit peu différentes et qui pousse à l'innovation, on va dire, ou en tout cas à des choses intéressantes dans le développement. Donc, il monte en grade, et ça, je crois que c'est plutôt une bonne chose pour la boîte. Mais sur cette question de Windows 11, on est d'accord, il faudra vraiment, à moins qu'on sache
complètement ce qu'on fait, il faudra pas installer Windows 11 par ce biais si la machine ne peut pas l'installer par Windows Update. Je crois que ça, c'est clair, non? Mais je comprends pas, en fait, leur délire Microsoft sur Windows 11. Ils ont un truc qui est alors bon, on passe le fait qu'ils nous avaient promis que non, ils avaient juré au grand Dieu, il n'y aurait rien après Windows 10, c'était la fin. Donc voici Windows 11, mais que personne ne pourra installer parce que ça va quand même être un peu la chienlit, je suis désolée de vous le dire. Mais je ne comprends pas leur stratégie. Ils présentent quelque chose qui est hyper intéressant, mais personne va pouvoir le faire. Ça va être une galère sans nom à installer. On a l'impression qu'ils essayent de, je sais pas, de décourager les gens de le faire. Sur Frandroid, pour les plus courageux, on a mis l'ami Cassim, que tu connais bien, a fait un gros dossier sur Windows 11 pour expliquer ce qu'il y avait dedans, et puis surtout pour expliquer aux plus courageux comment ils allaient pouvoir l'installer. Franchement, ça m'a pas donné envie, je vais conserver mon Mac, je vous le dis clairement, parce que Non, mais j'ai l'impression il il faut... faut vraiment prendre son courage à quatre mains pour y aller. Je comprends pas le délire. Non, J'avoue, mais je ne soyons comprends clairs, pas. soyons clairs. Il y a quand même l'installation classique par Windows Update qui est disponible pour les machines qui ont la bonne configuration. Donc, c'est pas pour tout T'as le une bête- monde que ça sera comme ça. Si t'as une bête de compétition, ça ira. Si t'as un Ah, portable qui est un petit on sent la fan d'Apple là tout à coup. Moi, je suis pas content, Melinda, j'ai parce que moi, je suis. un PC aussi. J'ai un PC, puis moi, ça m'intéresse vachement Windows 11. Hmm. Mais j'avoue que là, enfin, on parlait quand même que les surfaces, c'est-à-dire les produits maison de l'ami Panos, pourraient pas forcément en C'est profiter. C'est quand même, un modèle, oui, c'est vrai, mais voilà, moi, comme dit Cassim justement dans le chat, ils se créent eux-mêmes des obstacles, tu vois. Apple les moi, met je pour les autres. Microsoft, ils y vont. J'aime bien cette image, effectivement. Apple met des obstacles aux autres, Microsoft s'en met à eux-mêmes. Moi, je trouve que c'est pas forcément une mauvaise chose d'avoir une base saine sur laquelle on part pour Windows 11. Les développeurs pourront se dire, un truc qui est développé pour Windows 11, eh ben, on sait ce qu'il y a derrière. Et du coup, on peut développer les choses différemment. Je pense que c'est un moment difficile à passer, mais au final, ça sera positif pour l'écosystème des PC. Mais bon, je suis peut-être trop positif. Je mets juste un bémol là-dessus, c'est que Microsoft, ils sont en ce moment dans une très bonne tendance. Ils ont pris un peu sur eux ces dernières années pour devenir beaucoup plus clairs auprès du grand public. Avoir une stratégie beaucoup plus ouverte, beaucoup plus alors, joviale, je dirais presque, mais tu vois, ils essayent d'expliquer leurs produits, leur stratégie de manière beaucoup plus claire. Et en fait, là, ils arrivent avec un truc qui va pas être, enfin, qui va pas Mm. être pour tout le parc PC. Je trouve ça, en fait, je trouve ça dommage Ouais, sur la mais lancer sur la. Je me demande si Windows 11, ils vont pas se ralentir en fait mm. avec ça. Tu sais, Les développeurs, c'est top. les vrais gens, ils achètent un nouveau PC quand ils achètent, ils changent de machine quand ils achètent, enfin, ils changent d'OS quand ils achètent un nouveau PC. Tu vois, il y a peu de gens qui installent vraiment Windows 11 sur leur ancien PC, à part les gens comme nous, quoi. Mais en même temps, je dis ça, je suis peut-être trop indulgent avec Microsoft. Moi, j'aimais bien Windows Vista et Windows 8, tu vois, donc tout de suite, je me classe. Je me dis, ça Ok, y est, d'accord. ok, Patrick, très bien, ok, on voit ce que tu veux dire. Bon, à côté de ça, ils sont en train d'étendre le cloud gaming au PC, on le savait, et également aux consoles Xbox Series X, Series S et Xbox One. Ça veut dire que sur votre vieille console Xbox One qui est sortie en 2013, vous pourrez, par cloud gaming, jouer aux jeux en qualité série X, donc la dernière console. Donc je trouve que ça, c'est plutôt une bonne chose. On verra comment ça fonctionne dans la pratique. Ça arrive à la rentrée, pardon, pendant les vacances. Pendant les vacances, ça sera activé. Bon, parlons un petit peu de drones qui font des Il y a un livraisons. truc qui est allé. Vas-y, bien sûr, Il y a, oui. il y a un truc que tu l'as évoqué quand même rapidement, qui est lié à notre relation de consommateur, à l'obsolescence des machines. Et on accepte d'un smartphone des trucs qu'on n'accepte pas d'un PC ou Mm. d'une console. Tu es en train de dire qu'on va pouvoir continuer à utiliser des machines de 2013. Qui est-ce qui aujourd'hui continuerait d'utiliser un iPhone 4 et qui se scandaliserait que le dernier iOS soit pas disponible sur sa machine? Tu Mm. vois? Euh, C'est pas faux, ouais. euh, Mais bon, c'est des systèmes différents, bon, c'est des habitudes différentes. Ouais, c'est des Moi, habitudes différentes, mais peut-être que Microsoft a intérêt finalement à ce qu'il y ait un renouvellement du parc qui soit un petit peu plus fréquent, même si c'est pas des gros vendeurs de matériel, pour pouvoir avoir une expérience unifiée, etc. Si je veux Ouais. dire, le parallèle avec Apple, il est valable que dans la mesure où tu pousses les gens à renouveler leur matériel de manière très fréquente. C'est ce que, enfin,
Ça, fait la com, quoi. c'est une des théories un petit peu complotistes qui dit qu'en fait, Microsoft fait ça pour faire plaisir aux partenaires constructeurs, pour leur garantir des ventes de nouvelles machines dans les mois et les années à venir. Bon, je ne sais pas si je Bah, souscris ça à fait cette partie de théorie, mais l'équation, hein. Je veux dire, c'est pas complotiste de dire que l'argument doit forcément rentrer en ligne de compte. Après, est-ce que c'est la seule raison pour laquelle ils le font? Sans doute pas. à voir. J'espère pour eux qu'ils ils vont bien élargir le parc d'appareils compatibles parce que faut pas oublier que les gens ont beaucoup renouvelé leur matériel depuis un an Mais déjà. justement, Et pas toutes les machines, forcément. écoute, il y a toute une narration, enfin, il y a toute une fantaisie qui se développe autour de Windows 11 qui est ah, mais il faut avoir une machine achetée il y a 6 mois pour que ça soit compatible. C'est faux. Tous les processeurs, le point principal, c'est le module TPM, Trusted Platform Module, qui est sur tous les processeurs vendus depuis genre 5 ou 6 ans. Donc, c'est pas non plus que les machines de 2020 qui vont être compatibles, et toutes les machines achetées en 2020, à moins que vous l'ayez acheté je sais pas où, et que ça soit pas, il n'y a pas l'option activée dans le BIOS pour le débloquer sur votre processeur, elle sera compatible. Donc faut pas non plus exagérer comment il disait dans la chatroom, El Chico disait les auto-obstacles de Microsoft, faut pas non plus les exagérer. Oui, il y en a un petit peu, mais je crois qu'il y a beaucoup de fantasmes de gens qui connaissent bien les PC et qui disent « Ah bah moi, mon grand-père, il a un PC qu'il a acheté en 2007 et il continue à l'utiliser et il pourra pas l'utiliser avec Windows 11. » Bah, il restera sur Windows 8 ou sur Windows 10 ou ce que c'est pas la fin du monde non plus. Donc, bref. Je suis... Il n'aura peut-être pas envie de faire quoi que ce soit avec Windows 11, surtout, il n'en aura pas besoin. Oui, Non, non, je mais c'est pensais plus ça, c'est aux ça. entrées de gamme. C'est plutôt ça, moi, Mais ceux les qui ne sont entrées de pas gamme, forcément. tous les processeurs... j'ai du mal à voir une machine vendue aujourd'hui qui ne sera pas compatible Windows 11, ou même depuis quelques années. Faudrait que je revoie la config minimum, mais on parle pas de machines qui sont... Tu vois, il faut pas avoir une RTX 3080 non plus, quoi. C'est des machines un petit peu standards. Et ça va effectivement exclure des machines qui ont plus de 4, 5, 6 ans, ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose. Et encore une fois, ces machines-là gardent Windows 10. C'est pas que on est obligé de les jeter à la poubelle demain. Elles gardent Windows 10 qui continue à très bien fonctionner. Voilà, c'est pas la fin du monde. Calmons-nous. Bon, j'étais un petit peu en mode. Mais enfin, je le dis depuis. J'ai été un petit peu outré par cette histoire. Bref. Parlons de drones, donc. Les drones, vous savez à quoi ça sert, les drones? Eh bien, moi, je vais vous le dire. En Australie, ça sert à faire des livraisons. Wing, qui est une société d'Alphabet, société parente de Google, a fait 100 000 livraisons dans la ville de Logan, en Australie. C'est une ville de 300 000 personnes, et c'est des livraisons par drone. Donc on se demande depuis longtemps, est-ce que les drones ne servent qu'à faire des photos, des belles photos aériennes? Eh bien non, ils peuvent aussi livrer des choses comme du café, du poulet rôti, des sushis, du pain et des choses comme ça. Et ils en ont livré 100 000. Alors l'Australie, c'est peut-être un petit peu particulier, c'est grand, c'est dégagé, mais ça fonctionne avec Wing. Moi, je ne serais pas contre l'idée d'avoir, dans les zones peut-être un peu rurales, livraison par drone, surtout que bon, ça économise un camion, quoi. J'ai trouvé ça plutôt sympathique comme news. Ça n'a pas changé notre vie, mais moi j'ai trouvé ça bien. Un vrai business derrière la livraison par drone. Je vais demander à Sébastien, qui est quelqu'un de sérieux, puisqu'il est aux Échos, ou c'est plus gadget et ça marche qu'en Australie. Est-ce que tu as un avis sur la chose? Non, enfin, je pense que l'idée est séduisante. Après, je pense que le nombre d'obstacles, pour revenir sur ce qui va être le fil rouge de notre conversation, à la mise en place d'un truc à large échelle pour ce type d'usage, c'est hyper compliqué parce que tu as des règles d'utilisation de l'espace aérien qui sont quand même très, très compliquées à gérer. La gestion des flottes de drones, c'est pas quelque chose de nouveau, hein. J'ai l'impression que ça fait quand même au moins 5 à 10 ans qu'on en parle. Il y avait eu des expériences assez marrantes, enfin marrantes, assez poussées au Rwanda, Tout à fait. d'envoi de médicaments, de poches de sang, etc. En fait, dans des pays où il y a les infrastructures de transport sont quand même assez déficientes, et pour des problèmes de santé comme ça, bah ouais, c'est sûr que ça répond à plein de problèmes. Est-ce que en France, demain, on verra des drones Amazon parcourir le ciel? Ouais. Déjà, je suis pas pressé.
et ensuite, j'y crois pas. Ben, je suis Mais pas pressé, je te comprends, mais est-ce qu'on préfère ça à des camions qui roulent sur les routes tous les jours parce que tout le monde est chez soi et commande des trucs d'Amazon? Je sais pas lequel est préférable en fait, mais vraiment je sais pas. Ça se trouve c'est les camions, mais la question se pose. C'est pas mais que ouais, Mélinda. en France, il y a déjà eu des tests, hein. La Poste a fait des tests. Hmm, Je s en Savoie ou en Isère, je crois. Le truc après, c'est combien il va te falloir de drones pour un camion de livraison? hmm. Quand tu vas avoir au-dessus de ta tête des trucs qui font zzzz comme ça toute la journée, je suis pas sûre que tu deviennes pas fou et que tu regrettes pas ton camion sur la route. Mais Peut-être, Amazon peut-être. le fait aussi. Après, tout Oui, le il y monde a eu peut pas des être livré. tests. Il y a eu des tests depuis longtemps, effectivement. Là, ce qui est important, c'est qu'il y a eu 100 000 livraisons qui ont été faites ces derniers 2 ans, je crois, quelque chose comme ça. Donc, un test à grande ampleur et ça fonctionne au moins en Australie, dans la ville de Logan. Et puis, effectivement, on peut se demander combien de drones. Il faut voir combien de bruit ils font, à quelle hauteur ils volent, est-ce qu'on les entend vraiment. Et puis ensuite, un drone qui vole en ligne droite pendant 1,5 km, ça lui prend, j'en sais rien moi, mais disons 5-10 minutes. Est-ce que c'est plus gênant que le camion qui va rouler devant ta maison, etc. Il y a plein de choses à prendre en considération, mais en tout cas, là, ça fonctionne plus ou moins. Et la zone de livraison est assez précise, hein. On n'a pas besoin d'avoir un jardin immense. Il peut livrer sur une zone de parking d'une maison individuelle. Il faut quand même une maison individuelle a priori. Mais bon, moi j'ai trouvé ça intéressant. Ça pourrait donner quelque chose parce que ça fait longtemps qu'on en parle, mais là, ça se concrétise, en tout cas, en Australie, on va dire. Mais tu sais, en France, on l'a fait aussi. En fait, c'est la drop zone hyper précise. On le fait en France pour des systèmes de sauvetage en mer, Mhm. pour envoyer des bouées, des choses comme ça. Pour des médicaments, en effet, il y a eu pas mal d'essais qui ont été faits sur les plages françaises là-dessus. Moi, il y a un truc qui me fait rire, c'est que quand Amazon annonce qu'ils vont faire des livraisons par drone dans ton jardin aux États-Unis, ça fait un tollé d'enfer Amazon qui s'immisce partout, qui va surveiller ta maison. Et tu vois, en Australie, on trouve ça cool de faire Ouais. ça. Alors, au final, c'est pratique dans les deux cas. Mm. Mais ça me fait marrer parce que voilà, tu as deux choses identiques, deux traitements différents. Après, je sais pas, le drone, il lâche le truc chez ton voisin, ça se passe comment? Comment tu sais? Bah, Non, mais disons que toi, vu la c'est quoi manière la dont se garantie passe, derrière? mais vu la manière dont se passent les livraisons, je crois en France également. Je sais pas si ça a changé ces derniers mois, mais le truc de ah il allait été livré au mauvais endroit, ah bah vous n'étiez pas là, donc il faut aller au bureau de poste. C'est quand même une livraison sur deux, donc bon. Ouais, puis bon, après, ce sera quand même beaucoup plus simple de shooter un drone pour récupérer un paquet de loin, si tu veux le Que de détourner, shooter le que de braquer. livreur, c'est pas faux. Oui, mais tu sais pas ce qu'il y a dedans. Là, il livre des cafés et des sushis. Je sais pas si t'as envie de shooter le drone pour récupérer des sushis par terre, quoi. Ça dépend à Bon, l'heure de la journée. euh, autre sujet dont j'entends de plus en plus parler, c'est la question de la santé mentale, dont on parle beaucoup, beaucoup aux États-Unis et de plus en plus en France. Mais je crois que en France, on a une vision un petit peu négative même de l'idée de santé mentale. On y pense un petit peu comme problème de santé mentale. Quand on dit santé mentale, en fait, on pense un peu problème psychiatrique. Alors que aux États-Unis, la mental health et dans les pays anglophones est de plus en plus considérée comme quelque chose un petit peu comme la santé physique et l'exercice physique en quelque sorte. Donc faire attention à sa santé mentale, c'est prendre soin de soi, ne pas trop travailler, ne pas prendre du temps pour soi, faire attention à ses idées, peut-être des tendances de dépression, etc. Et ça, c'est un domaine qui est assez intéressant pour la tech aussi. Elle est décidément partout. Et il y a une news qui est assez emblématique de ça. Il y a une société, enfin une app que j'ai pas mal utilisée qui s'appelle Headspace, qui est une app de méditation qui est bien foutue. J'en utilise plusieurs. Et Headspace était pas mal. Et ils ont annoncé une fusion avec une société qui s'appelle Ginger, qui est une société qui propose des soins de santé mentale. On va dire qu'on peut parler à quelqu'un, on peut avoir des conseils, on peut faire état de son état, etc. Et donc, ils vont fusionner pour proposer des solutions
de santé mentale à la fois préventive et de premières approches. Alors évidemment, ça va pas être... Je connais pas très bien l'application Ginger, mais j'imagine que c'est pas non plus une application entièrement médicale. Enfin, il y a certainement des parties médicales, mais donc c'est cette idée d'avoir les deux côtés du soin de la santé mentale, parce que en particulier quand c'est des sujets un petit peu tabous peut-être, un petit peu difficiles, on se dit toujours, bah, je vais pas aller m'emmerder à aller voir un psy ou même un médecin pour parler de ça. Et ben le faire depuis son téléphone, c'est peut-être plus facile. Et puis la téléconsultation s'est beaucoup démocratisée avec la pandémie. Donc je me demande si c'est pas une tendance qu'on va voir se développer de plus en plus, pour laquelle la tech a une carte à jouer. Et donc, Headspace et Ginger qui fusionnent, ça me paraît être un petit peu, ça préfigure peut-être une tendance qu'on va voir arriver dans les mois et les années à venir. Ouais, moi je suis assez d'accord avec toi. Je ne connais pas les deux applis, mais sur l'apport que peut avoir la tech sur des sujets comme ça, enfin de manière générale, que ce soit à travers une application ou je pense que tu en as déjà parlé de tout ce qui était du jeu vidéo, sur la prise de conscience. En effet, en France, par rapport à d'autres pays, notamment les pays anglo-saxons, on a une espèce de pudeur par rapport à tout ça. L'appli, que ce soit une appli pour de méditation haute, c'est une prise de conscience vis-à-vis de soi. Et là-dessus, Mhm. c'est hyper utile. Je pense pour beaucoup, beaucoup de gens, parce qu'on ne parle pas de ça. La maladie mentale, c'est moche en France. Ouais. Ça explique beaucoup de choses, mais on veut pas se l'expliquer. Et si Non, la et puis tech peut le faire, moi je trouve que c'est vraiment c'est un bien incroyable. c'est ça, et quand on dit, tu vois, même tu dis la maladie mentale, c'est le terme est chargé, alors qu'en réalité, quand on parle Mm. de mental health en anglais, on parle de choses comme bah, simplement le stress, la dépression, ce genre de choses qu'on vit tous, et d'autant plus peut-être avec la pandémie où on est encore plus isolé, on vit des moments difficiles, etc. Et c'est vrai que on le considère de manière très différente dans les pays anglophones, et je crois que peut-être même encore plus pour cette raison, dans les pays francophones, le fait de passer par des apps sur lesquelles on va peut-être être plus à l'aise, ça peut faciliter les choses. Tout à fait. C'est ça qu'on dit santé Alors, mentale. Ouais. il y a eu un vrai effet confinement hein, là-dessus, sur la popularité de ces services-là et du coup leur attrait pour les investisseurs. Le fait que cette fusion soit annoncée maintenant, enfin, il y a quand même un gros effet Covid, quoi. Ouais, Le fait d'être complètement. retranché ses choix, de devoir télétravailler, etc. Ça a aussi poussé pas mal de gens et pas mal de boîtes, en vérité, à réfléchir à comment faire en sorte que leurs salariés pètent pas un câble tout seuls chez eux. Mm. Parce que c'est plus fréquent Alors, ça existait sans doute à l'époque où les gens allaient au bureau de manière beaucoup plus fréquente, mais là, il y a eu une forme de prise de responsabilité. Et d'ailleurs, je pense que, enfin, il y a les consommateurs qui sont peut-être friands de ces services-là et qui s'y mettent, etc. Et en France, on a peut-être un peu de retard, mais c'est quand même aussi des services qui se vendent aux entreprises. Alors après, dans quelle mesure est-ce que on peut aussi voir le verre à moitié vide et dire c'est quand même facile pour une boîte de se racheter une bonne conscience face à ses salariés qui sont en burn-out, etc., en disant oui, mais vous avez un abonnement offert à l'appli Ginger. Ouais. Bon. Bah, Mais enfin, en tout cas, il y a une prise de conscience qui est peut-être salutaire. Ouais. bah, c'est vrai que même dans leur présentation de fusion, ils mettent en avant le nombre d'entreprises avec lesquelles ils travaillent. Donc c'est une de leurs cibles, certainement. Et je crois que, enfin, personnellement, j'imagine que c'est quand même... Enfin, j'imagine qu'une entreprise, bien sûr, on peut avoir un psy dans la boîte si on est assez gros, etc. Mais c'est comme tout, c'est un moyen assez simple de rendre la chose plus accessible, peut-être de passer par une app, ça peut être positif. Bon, encore une fois, je connais Headspace, qui est une app de méditation. Je connais pas bien Ginger, donc je ne jugerai pas cette partie de la nouvelle boîte qui a fusionné. Euh, et puis enfin, pour nos sujets un petit peu plus volumineux, le temps de jeu pour les enfants, qui est régulé dans certains pays d'Asie, eh bien en Corée du Sud, ils vont abolir une loi qui interdisait le jeu en ligne entre minuit et 6 heures du matin pour les enfants qui ont moins de 16 ans. Ils abolissent la loi parce que elle a été
il a été montré qu'elle n'avait que peu d'effets sur la santé et les performances de l'école, enfin, scolaires des enfants. Et en plus de ça, elle concernait les jeux PC et les jeux consoles, mais pas les jeux mobiles et pas ce qui se passe sur le mobile autre que les jeux, genre, je sais pas, TikTok, Netflix, YouTube, ce genre de choses. Donc, c'était devenu un petit peu inutile parce que les enfants de moins de 16 ans qui n'étaient pas en train de jouer étaient sur leur téléphone de toute façon. Donc, la loi va être abolie, mais dans le même temps, la Chine qui continue... Alors, j'ai toute une série de liens sur ce que fait la Chine dans le domaine de la tech, mais je vous ai assez saoulé avec, donc je ne vais pas vous en remettre une couche, simplement pour dire que la Chine est en train de limiter le temps de jeu à 3 heures par semaine pour les enfants de moins de 18 ans. Donc, on a le vendredi, samedi et dimanche entre 20h et 21h, et c'est tout. C'est tout. Et toutes les sociétés qui proposent des jeux doivent s'assurer que les enfants ne peuvent pas jouer en dehors de ces horaires. Alors, pendant les vacances, c'est un peu plus large, mais voilà. Et c'est une décision assez drastique. Alors, financièrement, ça ne va pas forcément influencer les sociétés de jeux parce qu'ils ont clairement dit que les gens qui payent, ce n'est pas forcément les gens qui n'ont pas d'argent, ce qui paraît logique, donc les gens qui ont moins de 18 ans. Mais il n'empêche, c'est quand même une décision assez drastique de la Chine et j'ai été un petit peu surpris que ça soit aussi violent. Mais bon, ça a l'air d'être une mode chez eux en ce moment. C'est contrôle total, même sur les jeux. Hein. Ouais. Mais surtout, c'est pas ça qui génère la dépendance aux jeux vidéo, comme ils ont dit. La grosse addiction, elle est pas... Enfin, c'est pas avec des mesures comme ça. Je suis peut-être un petit peu conspirationniste, mais je me demande si ce genre de choses, c'est pas pour les enfants un moyen d'être en contact avec beaucoup de gens, beaucoup d'idées, et peut-être des idées qui sont pas toujours 100% en phase avec les idéaux du parti, on va dire. Je me demande s'il n'y a pas un petit peu de ça. J'en sais rien, j'ai pas de raison de penser que c'est le cas spécifiquement dans ce cadre-là, mais je peux pas m'empêcher de me dire c'est quand même tellement violent que ça me semble suspect, quoi. Bon, après, à plus de 18 ans... C'est Tencent qui avait été choisi aussi pour faire un système de reconnaissance faciale pour limite dénoncer les mineurs qui jouaient en dehors des horaires. Enfin, Tencent qui a pléthore de jeux derrière. Enfin, c'est une grosse industrie. Hein. Tencent, NetEase, c'est des monstres en Chine. Mais... Tu vois, ils sont derrière Call of Duty Mobile, des trucs. Enfin, niveau addiction au jeu, je pense qu'il faut qu'ils regardent d'abord chez eux quand même, dans ces cas-là. Si tu sais, ils sont en train... Bon, d'une part, j'adore pas le terme d'addiction au jeu, mais c'est parce que je suis un gamer depuis longtemps qui a vécu des moments sombres. Ça n'existe pas l'addiction au jeu comme ça, en fait. C'est une autre addiction. L'addiction aux jeux vidéo, ça n'existe pas. C'est un symptôme d'autre chose. Et c'est là où ce genre de mesure m'agace, en fait. Mais comme toi, pour les mêmes raisons. Ouais, c'est ça. Du coup, on peut... Enfin, ils prennent des mesures drastiques, mais... Bon, bref. Voilà pour les gros sujets. Quelques news très très rapides et puis on va conclure. D'abord, à propos de jeux vidéo, Netflix est en train de tester en Pologne les premiers téléchargements de jeux vidéo dans l'application Netflix. C'est en Pologne et sur Android uniquement, mais ça commence. On sait que Netflix allait lancer ça, et là ils sont en train de le tester, à voir comment ça jouera avec les règles de l'App Store. C'est pour l'abonnement Netflix sans changement d'abonnement en fait, à ce stade en tout cas. On ne paye pas plus cher, c'est juste qu'on a des vrais jeux à télécharger et à jouer dans l'application Netflix. On a aussi le discours de Dr Martin Luther King qui est disponible dans Fortnite, c'est-à-dire qu'on peut aller dans Fortnite avec notre personnage d'Alien ou notre, je sais pas, le Ryu de Street Fighter, écouter le discours de Martin Luther King. C'est une collaboration avec Time. Moi, je trouve ça bien qu'on propose ce genre de choses là où sont les enfants, donc on peut aller voir dans une reproduction du lieu du discours, aller le visiter, je trouve ça pas mal. Vous pourrez me dire ce qui vous intéresse juste après, avant qu'on conclue. TSMC va augmenter les prix pour les nouvelles commandes, donc les puces coûtent cher parce qu'il n'y en a pas assez. Et voilà, TSMC, le plus gros fondeur du monde, augmente les prix de 10 à 20% pour les
puce pour les clients. Et enfin, PayPal serait en train de discuter, enfin d'étudier la possibilité, aux États-Unis en tout cas, de proposer l'achat d'actions, un petit peu de la même manière que le fait Robinhood, et on en a beaucoup parlé à l'occasion des problèmes que ça a posé il y a quelques mois, notamment avec l'action GameStop. Mais PayPal pourrait, après les crypto-monnaies, proposer l'achat et la vente d'actions, ce qui amènerait la chose en fait au plus grand nombre, là où les actions sont un petit peu difficiles à acheter et à vendre et réservées du coup à, on va dire, les personnes qui en ont les moyens et les connaissances. Donc c'est à suivre aussi. Est-ce qu'il y a une chose qui vous parle dans ces 4 petits sujets, ou est-ce qu'on conclut? Je vous laisse le choix à tous les deux. Tu as bien résumé tout. Moi, c'était l'histoire de Martin Luther King qui est dans Fortnite qui m'interpellait un peu. Je partage tes idées de dire que si ça y est, là où il y a du monde, ça peut peut-être les sensibiliser à un fait historique intéressant qui explique plein de choses. Mais je suis hyper partagée sur est-ce que c'est sa place d'être là justement parce que c'est un truc historique fort et est-ce que ce sera bien expliqué et à sa juste valeur et pas un moment un peu funky dans l'air du temps des mouvements des mouvements type Black Lives Matter ou des trucs comme ça. J'attends de voir à quoi ça va vraiment ressembler et si c'est pas un peu facile. Voilà, je suis extrêmement mitigée sur quand j'ai vu ça tomber, je me suis dit ouh là, là il y a deux chocs, il y a deux mondes qui s'entrechoquent. C'est un événement que je trouve extrêmement fort dans l'histoire américaine notamment, parce que c'est une période que j'adore et qui m'intéresse énormément. Donc, est-ce que c'était sa place de se retrouver là, aux côtés des concerts de je ne sais plus quel artiste, quel rappeur, et Du des style personnages Ariana Grande et Alien et de Kratos qui vient faire ouais. des danses. Voilà, je suis partagée. Mmh. Moi, encore une fois, je pense que évidemment, les enfants qui jouent à Fortnite et qui vont passer 10 minutes dans le mémorial vont pas tout à coup devenir des experts de l'histoire de la ségrégation, mais au moins ça les met sur leur radar, tu vois. De la même manière que en regardant les Trois Mousquetaires version chien quand on était petit au Club Dorothée, et ben ça nous a juste donné une petite ébauche de ce que c'était qu'une partie de l'histoire de France. Et tu disais ah bah oui, il y avait un cardinal, bah peut-être qu'il était méchant, et puis il y avait le roi, et puis il y avait les mousquetaires. Tu vois, tu touches au truc et après peut-être que ça peut développer d'autres choses. Mais clairement, c'est pas un truc qui va. Il faut que ça soit traité avec respect, clairement. Mais c'est pas un truc, on est d'accord, qui va tout à coup leur faire un cours d'histoire. Je pense pas. Mais bon. Sensibiliser et juste titiller leur curiosité, parce qu'on sait que Voilà. c'est aussi un peu ce qu'on reproche beaucoup, c'est le manque d'intérêt pour ce qui s'est passé avant leur naissance. Je trouve ça bien. Après, je veux voir comment ça va être traité parce que c'est un ton très très fort et que ce soit pas juste un truc parce que ça fait bien en ce moment. Voilà, c'est ça mon idée. Intéressant en tout cas de voir à quel point Fortnite est développé au-delà du simple jeu vidéo. Bon, écoutez, il y a des sujets supplémentaires qui seront dans la newsletter, notamment des questions de recherche scientifique, encore une fois, académique, sur l'effet des réseaux sociaux, hyper intéressantes, que je vous encourage à aller voir dans la newsletter. Vous pouvez vous y abonner sur notepatrick.com. Il y a un lien vers la newsletter, en tout cas pour mettre votre adresse email et la recevoir le vendredi quand elle est envoyée. Il y a des choses vraiment, vraiment intéressantes. Et je conclus en disant que Linux a désormais 30 ans et qu'il a vraiment conquis le monde. Vous savez que la plupart des ordinateurs du monde et des serveurs tournent sous Linux et tous vos Android sont dérivés de Linux. Et même à la base, on est un petit peu sur un système, on est plus Unix avec macOS, mais quand même Next, Unix, Linux, ça se ressemble un petit peu. Donc Linux a vraiment conquis le monde et dans la prochaine version de Windows, il y aura possibilité de faire tourner un noyau Linux également. Donc vraiment, ils sont partout. Merci Linus Torvald, qui est finlandais, je le dis en passant. Et merci également à Mélinda et Sébastien, vous avez été absolument formidables. Un grand merci pour votre participation. Est-ce que vous pouvez nous dire, avant qu'on ne se quitte, où on peut vous retrouver? Je demande à Mélinda avant tout. Frandroid évidemment, et quoi d'autre? Mélinda, tu as disparu juste au moment
où je voulais avoir le son de ta voix. Eh bien, écoute, on va demander à Sébastien, du coup. Et est-ce Oui, que... Oui, tu es là, écoutez, très moi, bien. si vous Où est-ce voulez qu'on me peut te lire, retrouver, ouais, dis-moi, je suis oui. là, je suis là. Écoute, si vous voulez me lire, c'est sur le site des Échos ou dans le journal. C'est un petit peu moins marrant que d'écouter une émission sur Twitch, mais ça apprend plein de choses. Et puis, non, sinon j'ai un compte Twitter, Sébastien DMLN, sur Twitter. Je suis pas hyper actif, je vous avoue, mais quand il y a des trucs qui me paraissent vraiment intéressants, je n'hésite pas à le faire savoir. Voilà, ben, un grand merci à toi. Merci beaucoup Sébastien. On mettra le lien vers ton compte Twitter dans les notes de l'émission, évidemment. Mais Linda, est-ce que tu es revenue ou est-ce Oui, que... ça y est, je suis revenue. Je vous avais Très bien. perdu. Oui, tu es là. Où est-ce qu'on peut te retrouver, dis-moi? Eh ben, sur Frandroid, tous les jours, sur la chaîne Twitch de Frandroid aussi, de temps en temps, ou voilà, dans le JDH sur le stream, et puis bah, sinon sur Twitter. Alors moi, j'y traîne un peu beaucoup, un peu moins qu'avant, mais quand même pas mal. Donc c'est Melinda_DS. Alors underscore, c'est le petit tiret du bas. Et voilà, et ben, venez, on rigole, on raconte tout et n'importe quoi en tech et en gaming, et parfois en NFL les soirs quand la saison reprend. Mais, Ah, fan de mais football américain? j'adore. Fan de sport, tu sais, c'était Oui. mon premier métier, le sport. Donc voilà, et notamment les sports US, j'avoue. Très bien. Eh bien, tout ça sur Melinda_DS sur Twitter et sur Frandroid. Le lien vers le compte Twitter sera dans les notes de l'émission, comme toujours. Pour ma part, c'est NotePatrick sur Facebook, Twitter, Instagram et absolument partout. Vous pouvez retrouver tout ça sur notepatrick.com, un petit site très intelligent où vous avez tous les liens et des petites cartouches qui s'étendent. Et vous pouvez aller vers le Patreon notamment pour soutenir l'émission sur patreon.com/rdv. Tech. Le lien est également dans les notes de l'émission. Si vous appréciez ce qu'on fait, c'est l'endroit où il faut aller. En plus, vous aurez tout plein de bonus, dont le bonheur de soutenir l'émission et notre travail. On vous remercie tous de nous avoir écoutés. On se fait un petit after show pour parler du positif dans les réseaux sociaux dans un instant. Et si vous êtes patriote, vous aurez cette partie directement dans votre flux. Sinon, on se retrouve dans une semaine pour un nouvel épisode. On vous fait de grosses bises à tous et à toutes, et à très vite. Ciao, ciao.